Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Allora, oggi parliamo di una storia italiana incredibile. Je déconne. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire italienne, comme vous l'aurez compris. Et en fait, cette histoire, elle est très particulière puisqu'elle rappelle un peu le système des poupées russes. Vous savez, on ouvre une poupée russe, on en a une autre à l'intérieur, on ouvre celle qu'il y a à l'intérieur, il y en a encore une autre. Donc là, c'est un peu le même procédé. On a une affaire qui ouvre la porte sur une autre affaire, qui ouvre encore la porte sur une autre affaire. Donc c'est assez complexe, il va y avoir beaucoup de noms. Du coup, il est important d'être très concentré pour pas vous perdre en milieu de route avec tous les noms qui vont être évoqués. Donc ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Contattateci in ogni modo, anche in via riservata. Il nostro unico scopo è quello di riportare a casa il piccolo Tommaso. Dai risultati delle analisi effettuate pochi giorni prima del rapimento di nostro figlio è emerso come sia risultato basso il dosaggio del farmaco Tegretol somministrato a Tommaso. Infatti si è evidenziata l'assoluta necessità di alzare il dosaggio del Tegretol a 5 ml alla mattina e 5 ml alla sera. Ripeto, 5 ml alla mattina e 5 ml alla sera. Chiunque possa far pervenire questo messaggio ai rapitori lo faccia pensando che sta salvando la vita al mio bambino. Grazie a tutti. L'histoire se déroule en 2006 à Casalbaroncolo, une toute petite commune située en Emilia-Romagna. Quand je vous dis une toute petite commune, on va même dire qu'il s'agit d'un lieu-dit. La famille Onofri est une famille italienne classique. On a le père, Paolo, âgé de 46 ans. Il est directeur d'un bureau de poste. Donc bureau de poste, en fait, c'est l'équivalent de la poste comme nous on la connaît en France. Sa femme, Paola, est âgée de 43 ans et elle aussi travaille dans un bureau de poste au service administratif. Ensemble, ils ont 2 enfants. Sebastiano, âgé de 7 ans, et Tommaso, le petit dernier, âgé de 18 mois. Le soir du 2 mars 2006, il est aux alentours de 19h30. La famille Onofri passe à table, comme habituellement. C'est une soirée tout ce qu'il y a de plus ordinaire dans la famille Onofri. Mais en plein milieu du repas, la maison est plongée dans le noir. La lumière a sauté. Mais les 2 adultes ne sont pas plus surpris que ça. Ça leur est déjà arrivé dernièrement, il y a un petit problème avec le compteur. Du coup, Paola récupère quelques bougies qu'elle commence à disposer sur la table, tandis que Paolo se dirige vers la porte d'entrée pour pouvoir se rendre à la cave afin de régler le problème. Et au moment où il ouvre la porte, 2 hommes se jettent sur lui et font irruption dans la maison. L'un des 2 est assez grand et mince et il porte un casque de moto intégral. L'autre est plus petit et assez trapu et il porte une cagoule. Donc leurs visages sont complètement masqués. Le plus grand saisit Paolo par la tête et il le menace avec un couteau au niveau de la gorge, tandis que le plus petit se dirige vers Tommaso et lui pointe une arme au niveau de la nuque. Les 2 enfants sont complètement paniqués. Sebastiano se rapproche de sa mère et tandis que Paola fait quelques pas en direction de son fils Tommaso afin de le prendre dans ses bras, le plus petit des 2 hommes, donc celui qui a pointé son arme sur son plus jeune fils, dirige son arme vers elle et là les 2 hommes leur expliquent la raison de leur présence. Ils veulent que les Onofri leur remettent tout l'argent qu'ils ont à leur possession. C'est ce qu'on appelle communément un homejacking. Paola se dirige dans le salon, elle récupère son sac et le portefeuille de son mari, elle fouille à l'intérieur, là elle trouve une petite centaine d'euros. Donc elle se dirige vers les 2 hommes et elle leur tend les billets en leur expliquant qu'elle n'a pas plus d'argent que ça. Le plus petit des 2 hommes sort un rouleau de scotch de sa poche et il leur demande de s'allonger au sol. Donc il attache les mains et les pieds de Paolo, il fait la même chose avec Sebastiano et avec Paola. Et quelques secondes plus tard, les Onofri entendent la porte d'entrée claquer, ce qui signifie qu'ils sont partis. Paola parvient à arracher les morceaux de scotch, puisqu'ils n'ont pas été attachés correctement. Et en fait, en se relevant, elle constate qu'il y a quelque chose de bizarre, à savoir qu'elle n'entend plus les cris de son fils Tommaso. Elle fait le tour de la cuisine, aucune trace de Tommaso. Les 2 hommes l'ont enlevé. Complètement paniquée, elle appelle la gendarmerie, elle leur explique rapidement la situation et elle se précipite en dehors de chez elle. Et là, en fait, elle cherche aucune trace des 2 hommes. Ils ont disparu dans la nuit. Les gendarmes se rendent très rapidement sur place et commencent à fouiller le secteur. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un lieu-dit, ce qui signifie que les maisons, elles se situent dans des endroits très isolés, avec des champs, des forêts avoisinantes. Ils font appel à des chiens pisteurs afin de remonter la piste des ravisseurs et du petit Tommaso, mais ça les conduit uniquement en bordure de route. Et très rapidement après la venue des gendarmes, les médias se précipitent sur place. Casalbaroncolo, c'est vraiment une
toute petite commune. Il doit y avoir une centaine d'habitants à tout casser. Donc là, tout ce remue-ménage, c'est assez inhabituel. Donc l'histoire fait très vite le tour des communes avoisinantes, de la région et du pays. Et l'enlèvement de Tommaso scandalise tous les Italiens pour ce que c'est, à savoir l'enlèvement d'un petit garçon, mais surtout pour l'état de santé de Tommaso. Il est épileptique et il doit suivre un traitement journalier. Et ça, les ravisseurs ne le savaient certainement pas. La vie du petit garçon est en jeu. Dès le lendemain matin, Paolo et Paola Onofri passent un appel à la télévision. Ils y expliquent l'état de santé de leur fils. Ils demandent aux ravisseurs soit de leur rendre leur garçon, soit à la limite de récupérer un sachet contenant son traitement. Ils leur disent, voilà, vous pourrez récupérer le traitement anonymement, ne vous inquiétez pas, mais s'il vous plaît, donnez ces médicaments à notre fils. Et les jours qui suivent, Tommaso ne réapparaît pas et le sachet de médicaments fourni par les Onofri n'est récupéré par personne. Et du côté des enquêteurs, un élément les trouble. En fait, ils ne comprennent pas la raison pour laquelle Tommaso a été enlevé. Pour quelle raison la famille Onofri a été ciblée. Certes, ils vivent correctement, mais ils ne sont pas du tout riches. Paolo est directeur d'un bureau de poste, donc il gagne aux alentours de 2000 €. Son épouse Paola, à ce moment-là, ne gagne rien du tout, puisqu'elle a prolongé son congé maternité. Et leur maison ne transpire pas spécialement le luxe. C'est un héritage dans lequel ils ont fait quelques travaux peu de temps auparavant, mais rien de très coûteux en soi. D'ailleurs, hormis Tommaso, rien n'a été emporté dans la maison. Donc là, les enquêteurs se disent que peut-être qu'au final, Paolo Onofri a été ciblé puisqu'il est le directeur d'un bureau de poste. Donc peut-être que le but des ravisseurs, c'était d'obtenir l'argent qui se trouvait dans son bureau. Mais là encore, pourquoi avoir emporté Tommaso ? Pour eux, dès le départ, l'histoire, elle n'est pas très claire. En fait, ils n'arrivent pas à comprendre si le but, c'était vraiment un homejacking ou si en fait, les ravisseurs étaient spécifiquement venus pour enlever Tommaso. Du coup, le dossier d'instruction est transféré au service antimafia de Bologne, qui est plus apte à traiter un dossier aussi complexe. Et c'est un dossier qui prend une telle ampleur que toute l'Italie se sent concernée. Tous les Italiens se sentent concernés par cette histoire, l'enlèvement d'un petit garçon, malade qui plus est. Il va y avoir énormément de soutien de la part des personnalités italiennes et même de l'équipe de football nationale. Et quelques jours après l'enlèvement, soit le 6 mars, la célèbre émission italienne Chi l'ha visto propose une émission en direct sur l'affaire Tommaso Onofri. Et durant l'émission, un motard les contacte pour leur dire que, un peu plus tôt dans la journée, il est passé à proximité d'un fleuve pas très loin de Casalbaroncolo et il dit avoir vu, à proximité de ce fleuve, des vêtements d'enfants et une bouteille d'antibiotiques. Les enquêteurs se rendent immédiatement à l'endroit indiqué par le motard. Effectivement, il y a des vêtements d'enfants, il y a une bouteille d'antibiotiques, mais quand ils présentent les vêtements à Paola Onofri, elle leur affirme que ce ne sont pas les vêtements de son fils. Et lors de leurs investigations, les enquêteurs découvrent un détail assez troublant. La famille Onofri possède un chien. Il s'avère que ce chien a disparu mystérieusement 2 jours avant l'enlèvement de Tommaso. Et ça peut pas être une coïncidence. De ce que l'on dit, il s'agit d'une pratique assez courante de la mafia sicilienne. En gros, c'est une sorte d'avertissement. S'ils enlèvent votre chien, faites attention à vos enfants. Et la piste de la mafia se précise, puisque le service antimafia de Bologne reçoit les confidences d'un certain Pasquale Gagliostro, un Calabrais de 46 ans qui est incarcéré depuis peu pour des faits d'escroquerie. Il leur confie qu'en août 2005, des Siciliens l'ont approché pour participer à l'enlèvement d'une mère de famille et de ses 2 enfants pour contraindre le père de famille, un directeur de bureau de poste, à leur reverser une rançon. Lorsqu'on lui a proposé ce coup, on ne lui a pas mentionné explicitement le nom de Paolo Onofri. Par contre, on lui a montré une photo de l'homme en question. Et après l'enlèvement de Tommaso, en voyant Paolo Onofri à la télévision, il a fait le rapprochement. Les enquêteurs prennent cette information très au sérieux pour une raison assez simple. C'est que Pasquale Gagliostro fut un temps rattaché à la mafia calabraise, la 'ndrangheta. Mais depuis quelque temps, il tentait de s'éloigner de ce milieu et de se racheter une conduite. Du coup, les enquêteurs font part de leur découverte à Paolo Onofri pour voir si lui sait quelque chose sur ça, s'il a été approché par des personnes pour leur reverser une rançon. Et Paolo leur répond que non. Mais quelques jours plus tard, lorsqu'il est interviewé par une journaliste qui lui demande explicitement « Est-ce que vous connaissez les personnes qui ont enlevé votre fils ?» En fait, Paolo Onofri va donner une réponse très bizarre, à savoir qu'il va répondre « Situazione cose ». Alors, situazione cose, c'est très compliqué à traduire en français. Selon moi, on pourrait le traduire par « comme ci, comme ça ».
Donc là, la journaliste, elle lui demande « Est-ce que vous connaissez les personnes qui ont enlevé votre fils ?» Lui, il répond « Comme ci, comme ça ». Forcément, à partir de là, Paolo devient très suspect aux yeux de l'opinion publique, mais également aux yeux des enquêteurs. Et en investiguant un peu plus sur la famille Onofri, les enquêteurs découvrent que les relations entre Paolo et Paola étaient très compliquées depuis un petit moment déjà. En fait, le couple allait très mal. Pour dire les choses clairement, Paolo, c'était un homme qui était très sanguin, qui partait au quart de tour, qui avait un caractère assez fort, alors que Paola, c'était tout l'inverse. C'était une femme assez tranquille, assez posée, qui privilégiait la communication quand quelque chose n'allait pas, et beaucoup de choses n'allaient pas malheureusement. Et ce que le couple ne sait pas, c'est que leurs téléphones sont sur écoute. Bon, ça c'est assez classique dans ce type d'affaires. Les téléphones des parents, mais également de l'entourage, sont mis sur écoute pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Et effectivement, parmi les centaines d'interceptions téléphoniques du téléphone portable de Paolo Onofri, certaines sont extrêmement troublantes. Quelques jours après l'enlèvement de son fils, Paolo a contacté un certain Pasquale Barbera. C'est un ami à lui, mais c'est également un entrepreneur, c'est lui qui s'est occupé des travaux dans sa maison. Et durant cette conversation, Pasquale a demandé à Paolo « Est-ce que tu as balancé des noms ?» Paolo lui a répondu « Oui, j'ai balancé des noms, mais pas ceux auxquels tu penses. » Et là, Pasquale lui a répondu « T'as bien fait, sinon tu m'aurais créé des problèmes. » Et ça, c'est une conversation qui est très bizarre, puisqu'effectivement, lorsque les enquêteurs avaient interrogé Paolo Onofri sur le nom des personnes qui avaient travaillé chez lui, il avait donné 7 noms de maçons. Mais en fait, il avait omis d'en préciser 2 autres. Donc quand on écoute cette conversation, ça prend tout son sens. C'est la raison pour laquelle les enquêteurs convoquent Paolo, Pasquale Barbera et tous les maçons qui ont travaillé chez les Onofri. Mais durant les interrogatoires, personne n'a rien à dire, personne ne sait rien. Paolo ne sait pas qui a enlevé son fils. Il commence à sentir à ce moment-là qu'il est progressivement considéré comme suspect aux yeux des enquêteurs. Et le 10 mars, la police découvre que Paolo Onofri possède un appartement secret en périphérie de Parme depuis 2002. C'est une sorte de petit pied-à-terre dans lequel ils y découvrent des livres, des vidéos, mais également un ordinateur contenant des centaines de fichiers cryptés. L'ordinateur est envoyé pour décryptage et là c'est le choc. Les centaines de données cryptées étaient des vidéos et des photos représentant des enfants abusés sexuellement. Autant vous dire qu'à partir de là, Paolo Onofri devient l'ennemi public numéro 1. Ce père esseulé possède en fait un appartement secret dans lequel il conserve des vidéos, des films et des images aussi monstrueuses représentant des enfants de l'âge de son propre fils. Il est bien évidemment interpellé afin de s'expliquer sur tout ça. Et là, Paolo leur dit qu'ils se méprennent. Il leur dit « Écoutez, vous vous méprenez, en fait, ces fichiers ne m'appartiennent pas. Ce qui se passe, c'est que comme j'ai une sainte horreur des pervers et des hommes qui abusent des enfants, ce que je faisais, c'est que durant mon temps libre, je m'enfermais dans mon petit appartement afin d'enquêter pour pouvoir démasquer des pervers. » Son avocate, quant à elle, explique qu'en fait, cet ordinateur qui date d'il y a très longtemps avait été oublié dans cet appartement et elle dit « Écoutez, moi, mon client, cet ordinateur, il ne sait pas du tout à qui il appartient et il ne s'en est même jamais servi. » Et contre toute attente, il parvient à négocier une peine de 6 mois pour la détention de ces fichiers. En parallèle, les investigations sur la disparition de Tommaso continuent et les enquêteurs ont un suspect, l'un des maçons qui a travaillé chez les Onofri quelques mois plus tôt, un certain Mario Alessi, un père de famille de 45 ans. Il leur avait fourni un alibi quand il avait été interrogé quelques jours plus tôt. Il avait dit « Écoutez, moi le soir du 2 mars, je me souviens très bien, je me trouvais dans un bar, je buvais un café, j'attendais quelqu'un pour du travail. Donc voilà, j'y suis restée entre 19h30 et 20h30, 21h. » Or, lorsque les enquêteurs ont interrogé la propriétaire du bar en question, elle a démenti. Elle a dit « Écoutez, moi ce soir-là, je peux m'en souvenir comme si c'était la veille, puisque ce soir-là, il y a eu pas mal de remue-ménage, pas mal d'agitation par rapport à la disparition de Tommaso. » Elle dit « Moi, ce soir-là, entre 19h et 20h30, je n'ai eu aucun client. » De plus, ils apprennent que Mario Alessi est recherché en Sicile pour le viol d'une jeune femme en juillet 2000. Un viol qu'il a commis avec un complice et avec violence.
Donc là, les enquêteurs comprennent qu'ils ont affaire à un homme capable du pire. Il est donc officiellement reconnu comme suspect principal. Mais pendant la poursuite des investigations, Mario Alessi n'est pas incarcéré, puisque le parquet a besoin de plus de matière pour pouvoir poursuivre. Mario Alessi va donc en profiter pour multiplier les interviews afin de se défendre. Mi sento la coscienza libera e pulita. Libera e pulita. Io non sarei capace di far male a un bambino. Assolutamente, assolutamente. È sempre stato presente come marito, come amico e come padre. Io in quel bar c'ero, ho preso un caffè e sono uscito fuori perché aspettavo una persona che doveva parlare del lavoro. E basta. Du côté du laboratoire scientifique de la police, les techniciens sont parvenus à isoler une empreinte digitale sur un morceau de scotch qui avait servi à attacher Leo Onofri le soir du 2 mars. Elle est bien sûr comparée aux empreintes de Mario Alessi, ça ne correspond pas. Donc là, pour les enquêteurs, ça ne peut signifier qu'une chose. Il s'agit de l'empreinte de son complice. Et après vérification, cette empreinte appartient à un certain Salvatore Raimondi, un maçon de 27 ans, qui avait lui aussi travaillé chez Leo Onofri quelques mois plus tôt. À partir du 27 mars, Mario Alessi et Salvatore Raimondi sont donc officiellement les suspects dans l'enlèvement de Tommaso Onofri. Leurs allées et venues sont scrupuleusement surveillées, ainsi que leurs appels téléphoniques, le but étant de connaître l'endroit où ils cachent Tommaso. Mais aucune trace du petit garçon nulle part. C'est pourquoi le 1er avril, Mario et Salvatore sont interpellés. Et après une nuit d'interrogatoire assez corsée, ils passent finalement aux aveux. Ils expliquent que le soir du 2 mars, ils se sont effectivement rendus chez les Onofri afin de kidnapper Tommaso afin de demander une rançon. Mais après s'être sauvés avec l'enfant, ils racontent que rien ne s'est passé comme prévu. Là, les enquêteurs leur disent « Ok, très bien, mais où est-ce que vous cachez Tommaso ?» Mario et Salvatore leur apprennent qu'il est mort moins d'1 heure après son enlèvement. Le lendemain, et devant les caméras de la presse, Mario Alessi conduit les enquêteurs à San Prospero Parmense sur les rives d'un ruisseau. Et effectivement, le corps sans vie du petit Tommaso y est découvert, intact, caché dans les feuillages. Et ce qu'il y a de plus triste dans cette histoire, je trouve, c'est que les Onofri apprennent la mort de leur fils le jour même en regardant la télé. Stavo guardando la televisione e è andato un'edizione straordinaria del TG locale, quindi io l'ho saputo da lì. Mia sorella mi ha preso e mi ha portato in camera spegnendo la televisione, ma ormai avevo sentito, e invece mia nipote ha preso Sebastiano e l'ha portato a casa di una sua amica, che poi so che hanno dormito lì. E in quel momento lì io ricordo molto poco. Io mi ricordo che mi ha buttato sul letto, che ha cominciato a esserci il caos in casa, cioè gente che arrivava così, e finché poi è arrivata la dottoressa Musti, che però ormai io lo sapevo, e ha cercato di dirmelo nel miglior modo possibile, però io dopo lì ho perso i sensi, quindi fino al giorno dopo non so cosa ho fatto, non so se ho detto qualcosa, non lo so. Il giorno dopo, quando ho aperto gli occhi, ero nel letto di mia sorella, quindi mi sono guardata intorno e ho detto no, ma cosa ci faccio io in questo letto? Non dovrei essere qua, dovrei essere nel letto dove ho dormito fino all'altro giorno, e lì ho detto no, alors è successo qualcosa veramente. D'après l'autopsie, le petit Tommaso n'a subi aucune violence d'ordre sexuel. Il est effectivement mort le soir de son enlèvement, et la cause du décès est la suffocation. Il faut savoir qu'il a été étranglé si fort qu'on lui a fracturé la mandibule. Le médecin légiste a également noté plusieurs traces de coups un peu partout sur le corps qui ont pu être faites ante et post-mortem, ce qui veut dire que le petit garçon a été battu avant sa mort et ou après sa mort. Bon, à présent que les enquêteurs connaissent le fin mot de l'histoire, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qu'il s'est passé précisément le soir du 2 mars. D'après Mario et Salvatore, le plan était le suivant. Le soir du 2 mars, ils se rendent chez les Onofri, ils les attaquent et ils les attachent. Ils déposent une carte SIM sur la table de la cuisine. En gros, la carte SIM aurait servi à Paolo et Paola
pour les recontacter afin de se mettre d'accord sur la rançon. Bon, le problème c'est que cette carte SIM n'a jamais été retrouvée chez les Onofri et Paolo et Paola n'en ont jamais parlé. Eux disent n'avoir jamais trouvé de carte SIM. Après quoi ils sont partis à bord d'un scooter avec le petit. Il était prévu que Tommaso serait séquestré quelques jours dans une maison isolée, pas très loin de Casalbaroncolo, le temps que les Onofri leur reversent la rançon. Et c'est Antonella Conserva, la femme de Mario Alessi, qui devait s'occuper du petit garçon le temps de recevoir la rançon. Donc là, on apprend que la femme de Mario est impliquée. À 20h30, il était prévu que les deux hommes rejoignent Antonella à un endroit précis, pas très loin de la maison isolée, et qu'ils lui remettent l'enfant, donc pour qu'elle parte avec. Mais c'est à ce moment-là du récit que leurs aveux divergent, à savoir qu'ils s'accusent mutuellement du meurtre du petit Tommaso. Mario Alessi explique qu'ils n'ont jamais rejoint Antonella, qu'ils sont arrêtés à un endroit et que Salvatore, excédé par les cris et les pleurs du petit Tommaso, l'aurait étranglé. Salvatore, lui, nie avoir touché l'enfant. Il dit « c'est pas vrai du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à un endroit, donc Antonella ne s'y trouvait pas. Moi, j'ai laissé Mario avec Tommaso et je suis partie. Et effectivement, le bornage de son téléphone portable le situe à 10 km de l'endroit où a été retrouvé Tommaso à partir de 20h40. Là, le parquet juge que la version la plus fiable est celle de Salvatore pour deux raisons. La première, c'est que c'est Mario qui a conduit les enquêteurs à l'endroit précis où se trouvait le corps de Tommaso. Et la seconde raison, ce sont ses antécédents de violence. Donc d'après le parquet, le scénario le plus proche de la réalité serait le suivant. Mario et Salvatore arrivent donc dans ce petit coin de campagne isolé. Salvatore repart. Donc là, Mario se retrouve seul avec Tommaso qui crie, qui pleure, qui est effrayé, complètement excédé et énervé. Mario frappe à plusieurs reprises Tommaso, puis il finit par l'étrangler. Après quoi, il abandonne son corps dans les feuillages. Mario Alessi est donc inculpé pour le meurtre prémédité de Tommaso Onofri, son épouse Antonella Conserva pour complicité de meurtre et Salvatore Raimondi pour séquestration et extorsion. Mais pour les enquêteurs, il y a quelque chose qui cloche. Eux sont persuadés que Mario et Salvatore n'ont pas agi tout seuls. Ils pensent qu'il y a une troisième personne proche de la famille Onofri qui a organisé ce plan. Et cette personne, d'après eux, n'est autre que l'ami de Paolo Onofri, Pasquale Barbera, celui qui a fait les travaux dans sa maison quelques mois plus tôt. Ils pensent ça pour deux raisons. La première, c'est que Pasquale connaissait très bien Mario et Salvatore, puisque c'était ses employés. Et le truc, c'est que Mario et Pasquale se sont vus très régulièrement après l'enlèvement du petit Tommaso. La seconde raison, et certainement la plus importante, c'est que Paolo a expliqué aux enquêteurs que quelques semaines avant l'enlèvement de son fils, Pasquale Barbera a aperçu dans sa voiture une valise contenant aux alentours de 50 000 €. En fait, Paolo devait déposer cet argent dans le coffre-fort de son bureau de poste et avec du recul, il pense que Pasquale a cru que cet argent appartenait aux Onofri et qu'il le coffrait chez eux. Ce qui pourrait expliquer que Mario et Salvatore aient pu penser qu'ils trouveraient une grosse somme d'argent chez les Onofri. Lorsqu'il est interrogé, Pasquale Barbera nie toute implication. Il dit « Écoutez, moi j'ai absolument rien à voir là-dedans. Non, moi c'est deux personnes, ok, c'est vrai, je les connaissais, Mario et Salvatore, parce que c'était mes employés, mais à aucun moment je n'ai planifié ça avec eux. » Il est néanmoins inculpé pour complicité de meurtre. Quelques jours après, les funérailles du petit Tommaso Onofri attirent des milliers et des milliers de personnes venues des quatre coins d'Italie, venues pour soutenir la famille Onofri et dire adieu au petit garçon. Les comparutions aux assises de Parme débutent en mars 2007. Sur les conseils de leurs avocats, Salvatore Raimondi et Pasquale Barbera demandent il rito abbreviato. Alors, il rito abbreviato, c'est une procédure italienne assez spécifique. Je pense pas qu'on ait l'équivalent en France, mais en gros, c'est une procédure en accéléré. Donc, en gros, l'inculpé, l'accusé, demande à ce que le procès soit fait en accéléré et donc qu'il fasse économiser au ministère public de l'argent, puisque durant cette procédure en accéléré, on n'a pas toutes les interventions de l'avocat général et tout ce qui est fait habituellement lors d'une procédure classique. Donc dans la mesure où il rito abbreviato fait économiser de l'argent au ministère public, l'échange, la contrepartie, c'est que la Cour se montre ensuite clémente avec l'accusé s'il est reconnu coupable. Donc il peut bénéficier d'une réduction de peine à hauteur d'un tiers ou même de la moitié.
Au terme de cette procédure, Salvatore Raimondi est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, une peine qui sera ensuite confirmée en appel en 2010. Pasquale Barbera, quant à lui, est acquitté. Mario Alessi et Antonella Conserva, eux, optent pour un procès classique. Antonella a toujours clamé son innocence. Elle a toujours dit qu'elle n'était pas du tout au courant de ce que préparait son époux, qu'elle n'était pas prévue dans le plan, que même si Mario et Salvatore l'ont nommée, ils ont dit qu'elle était prévue dans le plan, qu'elle devait récupérer l'enfant, elle a toujours démenti tout ça. Elle a dit, écoutez, moi j'ai rien à voir là-dedans, ils m'ont mise au milieu pour pouvoir atténuer leur peine de leur côté, mais moi j'ai absolument rien à voir là-dedans. Donc elle, son objectif, clairement, c'est d'être acquittée. Mais en juillet 2008, à l'issue de leur procès, Mario Alessi est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Antonella Conserva et elle condamnée à 30 ans. Ergastolo a Mario Alessi, 30 anni, ad Antonella Conserva. Queste le condanne che ha inflitto la Corte d'Assise di Parma per il rapimento e l'omicidio del piccolo Tommaso Onofri, accogliendo le richieste dell'accusa. La Corte ha deciso per Alessi anche un periodo di isolamento diurno, ha deciso inoltre un risarcimento di 300.000 euro per i genitori del piccolo Tommy e di 100.000 euro per gli zii. Alessi aveva ammesso il rapimento ma fino alla fine ha negato di essere l'autore dell'omicidio, mentre la sua ex compagna Antonella Conserva si è sempre dichiarata estranea ai fatti. Laura Ferraboschi, legale di Alessi, pensa a ricorrere in appello. Ora... Leur peine sera confirmée en appel et en cassation. À l'issue des sentences, l'opinion publique est assez satisfaite. Pour eux, justice a été rendue au petit Tommaso. Paolo continue de penser que Pasquale Barbera était forcément impliqué dans l'enlèvement de son fils. D'après lui, Mario et Salvatore n'auraient jamais ciblé la famille Onofri pour un homejacking ou pour une demande de rançon si Pasquale Barbera ne leur avait pas dit qu'il possédait de l'argent, qu'il y avait moyen en fait de lui extorquer beaucoup d'argent. Et le mois suivant, soit en août 2008, Paolo, qui se trouve en vacances avec sa femme Paola et leur fils Sebastiano, est victime d'une crise cardiaque qui le plonge dans un coma total. Il meurt des suites de cette crise cardiaque en janvier 2014. À ce jour, Mario Alessi n'a toujours pas expliqué les raisons pour lesquelles il a enlevé, battu et étranglé ce petit garçon de 18 mois durant une nuit froide de mars 2006. Bon, eh bien écoutez, là je vais pouvoir me lâcher vu que je ne risque pas grand chose. Pour ma part, je pense que l'enlèvement du petit Tommaso a un lien avec la découverte qui a été faite dans l'appartement secret de son père Paolo. En fait, je trouve que la coïncidence, elle est trop énorme. Son fils de 18 mois est enlevé et tué, et genre peu après on découvre qu'il est certainement attiré par des enfants du même âge que son fils. D'autant que les propos qu'il a tenus au téléphone à Pasquale Barbera, quand il lui a dit non, je n'ai pas donné les noms auxquels tu penses, ouais, c'est chelou. Ou encore quand il a eu l'interview avec la journaliste qui lui a dit est-ce que vous connaissez les personnes qui ont fait ça? Et lui qui répond comme ci, comme ça. Ouais, je sais pas. Moi ça me paraît vraiment trop bizarre. Je me suis demandé en fait si l'enlèvement de Tommaso avait pas un lien justement avec Paolo et ce qu'il avait pu faire peut-être par le passé. Je vais pas accuser quelqu'un de fait aussi grave alors qu'il est décédé, mais enfin je veux dire, il détenait quand même des photos comme ça quoi, donc c'est très grave. Et je me suis demandé si en fait on n'avait pas tué Tommaso pour se venger du père par rapport à des choses qu'il aurait pu faire ou je sais pas. En tout cas moi ça c'est vraiment la question que je me suis posée parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop énorme pour que ce ne soit qu'une coïncidence comme ça. Après le tout c'est de savoir quel rôle ont eu Mario Alessi et Salvatore Raimondi, pourquoi eux. Je sais pas, vraiment cette histoire je la trouve pas nette, vraiment pas nette du tout, mais c'est souvent le cas des histoires italiennes. Je vous en prépare d'autres, là j'en ai une qui est en préparation, pareil, elle est absolument pas nette. Celle que je vous prépare, elle est franchement scandaleuse et vous comprendrez pourquoi. Vous verrez que parfois les médias sont capables du meilleur, mais parfois ils sont vraiment capables du pire. Et là pour cette histoire, je pense qu'on peut pas faire pire. On peut pas faire pire. Mais toujours est-il que cette histoire, moi je la trouve pas claire. Vous n'hésitez pas à me mettre en barre des commentaires ce que vous en avez pensé. Si selon vous il s'agissait d'un homejacking classique ou d'un enlèvement pour une demande de rançon classique ou s'il y a quelque chose derrière. Enfin bon, mettez-moi tout en barre des commentaires. Et puis ma foi,
je pense que je vais m'arrêter là. Donc ce que je vous propose, c'est que si cette histoire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.